Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin, 2h volées à la nuit pour parler en toute quiétude de vous et de votre vie. Amandine et Paul attendent vos appels au 39 21 sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, je compte aussi sur vos messages qui me parviennent par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un peu intimidé de vous retrouver à l'antenne. Bah oui, je comprends. Bah oui, c'est la première fois. Ah bah oui, alors faut faire un vœu quand on fait quelque chose pour la première fois. Bah oui. Alors on fait un vœu. J'écoute souvent. Bah oui. Bah merci. Oui. C'est après. J'écoute souvent Et ce soir, vous avez eu envie d'appeler parce qu'il s'est passé quelque chose pour vous ce week-end, une rencontre, je crois. Oui. Tout à fait. En fait, je suis divorcé depuis une dizaine d'années maintenant. Oui. J'ai eu mes deux filles à charge. J'ai fait tout ce que... Enfin, voilà, quoi. Oui. Et puis, j'avais rencontré une femme après mon divorce. Avec qui on était vraiment bien, mais bon, au bout de 6 ans, ça fait une dizaine d'années tout ça, hein, donc au bout de 6 ans, ça s'est terminé. Et puis, j'ai été hospitalisé, j'ai été très malade l'année dernière. J'ai été hospitalisé plusieurs mois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai voulu lui donner mes nouvelles. Donc, je l'ai recontacté, on s'est revus. On a essayé de recommencer l'histoire d'avant. De reprendre ensemble, mais son souhait c'était plutôt de rester finalement. Elle s'est rendue compte que c'était mieux de rester amie, tout simplement. D'accord. Forte, mais amie, vraiment très amie, quoi. Parce que vous êtes restés très proches, très proches, l'un et l'autre. Voilà. Et vous allez mieux là aujourd'hui? Vous avez récupéré? Oui, ça va. Bon, tant mieux. Ça va. Enfin, ça va mieux, oui. Tant mieux. C'est calme, mais bon, ça va. Ouais. En plus, à l'hôpital, j'avais rencontré quelqu'un, c'était plus aussi une amie, mais dernièrement, je l'avais revue. Une dame qui était hospitalisée ou... Oui, en même temps que moi, oui. Ah bon? D'accord. Oui. Partagiez la même chambre? Non. Non. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Et il y a 3 semaines, je l'ai revue et là, elle est tombée dans mes bras. Elle est venue sur moi et voilà, quoi. Bon, donc... Mais tombée dans vos bras, c'est-à-dire... de toute façon, elle m'a fait... Elle vous a fait une déclaration? Elle m'a embrassé et tout. Ah bon? Vous avez été surpris? Moi, j'étais surpris, mais en même temps, je la trouvais bien. Moi, j'avais encore rencontré... Cette rencontre que je voudrais parler, je l'ai pas encore... voilà, donc moi, je dis, voilà, quoi, j'étais un petit peu surpris, mais en même temps... Content, parce qu'elle vous plaisait. Voilà, quand même. D'accord. Mais en fait, je la vois une fois de temps en temps. Donc cette dame rencontrée à l'hôpital, là, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Après, il y a mon autre ami que j'ai au téléphone, pratiquement tous les jours. Et puis, vendredi, c'est vendredi, dernier. Oui. En fait, j'habite près de la Belgique, à la frontière belge. Oui. Et il y a un dancing, mais vraiment les dancings comme avant, quoi, avec des gens qui viennent danser. Après, je sais bien qu'il y a des gens qui viennent pour faire connaissance avec quelqu'un, ou voilà. Et moi, Fifi connaît effectivement il connaît bien cette partie-là de la France aussi. Il connaît bien. On parle de dancing en Belgique. C'est très différent des boîtes de nuit. Ah, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux. Très convivial. Ça n'a rien à voir avec la France. Ouais. Et là,
déjà à l'entrée, cette femme que j'ai rencontrée, elle était à l'entrée, elle parlait avec celle qui prend les vestiaires. Oui. Et puis, moi, je me suis installé à une table. Après, elle rentre au bout de 10 minutes, je sais pas, en fait. C'est la première fois qu'elle venait, elle n'osait pas rentrer. Ah oui. Et je vois que, bon, après, elle se met un petit peu à danser, tout ça. Vous l'aviez remarqué, vous, tout de suite? Je l'ai remarqué. Vous la trouviez jolie? Voilà, je la Oui. trouvais bien. Et elle me regarde. Après, elle dit, vous êtes commerçant, à la ville où je vais souvent en Belgique, à la frontière. Je dis non, mais j'y vais souvent. Elle dit, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Ah, et puis, mais ça, c'est... on a commencé à parler pendant... En fait, j'étais arrivé, il était 9h, 9h30. Oui. On s'est quitté, il était minuit et demi, on avait parlé. Et vous n'aviez pas vu le temps passer? Non, non. Bon, donc vous étiez vraiment c'était bien une ensemble. rencontre vraiment bien. Bah, c'est Donc, formidable, ça. Vendredi. Ah oui, non, mais c'est une rencontre... D'ailleurs, elle me dit, on est comme deux collégiens parce qu'on était assis l'un à côté de l'autre. Oui. Et on parlait devant... Bon, il y avait plein de gens, tout ça. Vous ne dansiez même pas, du coup. Il y coup? avait de la musique, mais on Oui. entendait... On arrivait à entendre ce qu'on se disait. Pas trop fort, oui. C'était très bien, quoi. Bah, c'est charmant. Et c'est amusant parce que d'autant plus, elle, c'était la première fois qu'elle venait? Oui, et moi, j'y vais rarement. Oui, et en plus, ce soir-là, j'hésitais à y aller. Je disais, bon, je suis fatigué, je vais regarder la télé, ou voilà, quoi. Oh là là, c'est un petit signe, ça. Moi, je vais quand même sortir, j'aime bien sortir un petit peu. Et puis, j'ai été là-bas, puis voilà, quoi. Et vous avez fait cette rencontre. Et vous devez la revoir, alors, vendredi, là? Vendredi, ouais. Vous donnez rendez-vous au dancing? Ouais, au même endroit. J'ai même pas pensé quand elle est... Parce qu'en fait, elle devait partir. Bon, ça, c'est raison, je sais pas. Mais elle dit que c'est Cendrillon qui s'en va. Avant minuit? Oui, non, c'est ça, avant les 12 coups de minuit. Oui. Et j'ai même pas pensé à donner mon numéro de téléphone. C'est pas vrai. Mais, et vous n'avez pas le sien? Et vous n'avez pas le sien non plus? Non. Bon, bah alors il faut espérer qu'elle sera là vendredi. J'espère. À quelle heure alors vous étiez? Moi, de toute façon. 9h, oui. 21h. D'accord. Bon, j'espère que. J'espère aussi qu'elle sera là. J'espère bien parce que je n'arrête pas de penser à elle. De cette rencontre, ça m'a. C'est vrai que ça m'a vraiment retourné. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce sentiment de manque, de sentir quelque chose aussi fort, quoi. C'est charmant, oui, c'est mignon, parce que vous sentez... c'est une jolie rencontre, parce que, comme vous dites, de 9h à près de minuit, vous avez parlé, même pas, vous en avez oublié de danser, vous n'avez pas vu le temps passer, vous étiez un peu seul au monde, quoi. Un petit peu, mais après, on s'est assis et puis on a discuté. Bon. Ouais. Et puis, il fallait vraiment que vous ayez une complicité entre vous, parce que c'est pas évident de parler avec un inconnu. Non, parce que je la connaissais pas du tout. Oui, et pour trouver comme ça, il y a eu aucun blanc, parfois on est un peu embarrassé. Ah oui, et moi mais je là, suis pas du tout. Un petit peu... Bon, je fais du théâtre, je fais... Ah oui, quand même. Je suis assez ouvert, mais... un peu timide quand même avec les femmes au premier abord, quoi. Et puis elle, me dites-vous, qui hésitait aussi un peu à rentrer. Oui. Et vous avez parlé de quoi, en fait? De plein de choses, de vos vies, de ce qu'on avait vécu, de si on avait des enfants, tout ça, quoi. Donc, tout ce qu'on avait eu, quoi, tout ce qu'on avait vécu. Voilà, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me sens un petit peu pris entre... pris parce que moi, mes sentiments, comme maintenant, je les sens... En fait, il y a cette femme. Et après, j'ai mon ami, ma compagne d'avant. Je n'ose pas en parler, c'est pas le moment. J'ai peur de... Et celle que j'ai rencontrée à l'hôpital, si jamais comme là, je n'appelle plus aussi souvent qu'avant. Oui. Et j'ai peur de les blesser. Je ne sais pas comment faire. Si je dis... attendez un peu, parce que vous n'allez pas... C'est le début, vous allez bien voir après ce week-end. Et puis, pour le moment, vous ne... ça serait prématuré de leur en parler. Bah oui. Et comme vous dites, ça leur ferait du mal pour rien. Pour rien. Voilà. Pour rien, pour le moment. Après tout, c'est votre... Si jamais ça se concrétise plus... ça sera plus simple pour vous.
À ce moment-là, les choses, vous voyez, s'imposeront d'elles-mêmes. Si ça se concrétise, ce que je vous souhaite, puisque vous êtes tombé sous le charme de cette jeune femme là. Oui. Vous avez son prénom quand même au moins. Oui, vous avez changé vos prénoms. Bon, donc si vous, à ce moment-là, la prochaine fois, vous étiez tellement envoûté que vous en avez oublié de donner votre téléphone, ou là, vous allez échanger vos numéros, vous revoir, vous proposer vous voyez, enfin pouvoir vous voir peut-être en dehors même de cet endroit un peu. Et à ce moment-là, vous allez voir comment ça se passe, et puis ça sera plus simple de le dire, notamment à cette dame rencontrée à l'hôpital, parce que c'est un peu différent avec votre amie avec qui vous avez vécu pendant 6 ans, et lorsque vous vous étiez retrouvés au moment de votre hospitalisation, elle vous avait dit d'elle-même qu'au fond, elle préférait garder une relation d'amitié avec vous. Bah oui, c'est pas ce que vous m'aviez dit, que au fond vous alliez être très proche. Ma compagne d'avant. La première, oui. Oui. Donc avec elle, vous pourriez lui en parler. Vous êtes amis. Ouais, mais ça a été très fort entre nous, et j'avoue que j'ai peur de la blesser. J'ai l'impression. Vous pensez qu'elle est toujours un peu amoureuse? C'est pas clair, quoi. C'est compliqué. En fait, quand on se voit, on n'ose pas parce qu'en fait, quand on se revoyait dernièrement, on se faisait un baiser, quoi, normalement. Mais sur là, la bouche, on ose même, mais là, on n'ose plus se toucher. N'osez plus, oui, oui, parce que ça a été trop fort. Trop fort, donc maintenant, oui, je comprends. Moi, je préfère, et j'ai peur, je me dis, si elle sait que j'ai quelqu'un, mais moi, si elle avait quelqu'un, en fait, si elle avait quelqu'un, je ressentirais une certaine, même si elle n'est plus avec moi, une certaine jalousie, je sais pas comment expliquer. Si, parce que il en demeure, il y a une forme de... d'attachement, enfin on a un côté un peu possessif avec quelqu'un qu'on a aimé très fort, avec qui on a vécu une histoire très forte, et du coup on peut, même si on n'est plus amoureux au fond, mais ressentir quand même un pincement au cœur quand on apprend que cette personne est à nouveau avec quelqu'un d'autre. Et ce que vous dites d'ailleurs du contact physique, c'est vrai qu'on ressent avec quelqu'un avec qui on a eu une telle intimité, ça devient compliqué de se faire la bise. Ça paraît presque incongru. Je préfère même pas faire la bise. Non, je sais bien, donc vous dites bonjour, vous vous saluez, quoi. Voilà, exactement. Bon, alors écoutez, pour le moment, vous ne dites rien, vous n'êtes pas obligé de tout dire, elles vous disent peut-être pas tout, après tout. Après tout. Et cette dame que vous avez rencontrée à l'hôpital, vous dites, évidemment, vous l'avez appelée un peu moins. Elle est fragile. Elle revient, Bon. Mentalement, je pense qu'elle est un petit peu fragile. Et je sens que elle a des sentiments pour moi. Oui, donc ça lui ferait du mal. Il y a longtemps qu'elle n'a pas eu de relation avec quelqu'un. Et moi, je tombe dans sa vie comme ça, un petit peu par hasard. Oui. Et j'avoue que cette histoire, elle est un petit peu bizarre pour moi, quoi. Parce que moi, si j'avais pas rencontré cette femme vendredi ou samedi, avec elle, c'était clair, c'était une amie, mais en même temps, on se voyait, c'était un petit peu plus, tout ça. Mais c'est elle qui vous a sauté au cou, hein. Vous n'étiez pas vous demandeur, c'est elle qui était très en demande. C'est elle qui était en demande. Et comme vous la trouviez charmante, vous êtes laissé faire, hein, on comprend, vous étiez libre à ce moment-là. Mais enfin, vous n'étiez pas. C'est plutôt. Pas non plus. C'est pas non plus. Enfin, voilà quoi. Mais vous avez raison. J'ai senti un truc qui est. Qui est plus fort. Plus fort. Ah oui. Alors il y a qui c'est qui dit, c'est Margaret qui dit, on croise tous nos doigts pour que vous retrouviez cette femme qui vous a fait battre le cœur vendredi là. Hein. Elle sera là, il n'y a pas de raison. Voilà. Oui, vraiment. Il n'y a pas de raison. Elle a dit, quand est-ce que tu reviens? Oui. Sûrement vendredi ou samedi. Et après, j'ai bien dit vendredi soir. Oui. Je dis, vendredi, je viendrai. Et puis, de toute façon, vous avez son prénom, et vous aviez remarqué qu'elle parlait à la dame qui prend les vestiaires, qui s'occupe des vestiaires. Oui. Peut-être qu'elle la connaissait, ou enfin, bon.
Non, pour le moment. Elle a son accent belge, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai, c'est charmant. Donc, ah oui, donc elle est belge, cette dame. D'accord. Elle est belge, ouais. Vous devez avoir hâte d'être à vendredi, hein? Ah bah, depuis vendredi, j'attends vendredi. Oui, vous rangez votre frein, plus que 48 heures, là, vous y serez, hein? Ouais, ça va passer vite. Oui, ça va passer vite. Il y a Sergio qui vous dit surtout de ne rien dire à personne, de patienter, chaque chose en son temps et de savourer cette nouvelle rencontre et les délices des débuts. Il a raison, c'est tellement délicieux les débuts d'une histoire. Ah oui, les débuts c'est toujours Et puis il y a Yvan qui dit il faut pas oublier le téléphone la prochaine fois. Ah bah non. Ah bah non quand même là. Non. J'étais un peu pris dans le truc et bah oui, vous étiez tombé sous son charme. J'étais sur un nuage. C'est bien, c'est joli. Il y a Olivia qui dit c'est une belle histoire et ça fait du bien. Et il y a Monica qui dit voilà, après les sites de rencontres, les magasins de bricolage, la piscine, l'hôpital comme bon moyen de rencontre, on peut rencontrer partout finalement. Mais là c'est vrai que ça tombe un peu en cascade en ce moment pour vous. Oui, là c'est en ce moment, je sais pas mais là c'est joli parce que c'est vrai que vous êtes rencontrés, vous avez passé la soirée ensemble. Elle aussi, elle était bien avec vous. Donc il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, c'est bien, c'est bien. Non, pour le moment, ne vous tracassez pas trop parce que comme vous dites, la première, c'est pas la peine de lui dire. Et puis la deuxième, vous la sentez un peu fragile. Oui, vous avez raison de l'aménager. C'est gentil de votre part. Et il sera toujours. Je suis quelqu'un de très attentionné. Mais ça s'entend. J'ai toujours été comme ça. Ça s'entend. Donc, et il sera toujours temps de lui dire quand vous démarrez une histoire avec cette dame là du dancing, de trouver quelque chose. Vous aurez les mots. Oui. Tiens, Fifi, vous reconnaissez? Bah oui. Non, il passe du bal musette. Ah oui, j'entends. Ah, ils en passent là-bas? Je sais pas, c'est Fifi qui s'amuse en régie. Oui. Là, ça fait plus bal musette, bal du 14 juillet, les lampions bal des pompiers, là, un peu. Mais il connaît, le Fifi. Vous le croiserez peut-être aussi un de ces vendredis soirs au dancing, parce qu'il passe souvent la frontière, le week-end. Donc, vous tomberez peut-être sur lui. Bon, alors, je vous embrasse, Yves. Et puis, comme dit Margaret, on croise tous nos doigts pour vous. On vous souhaite bonne chance. On pensera à vous vendredi soir. Merci pour tout, pour l'accueil, pour tout, et puis voilà. Et puis ça va venir vite. Allez. Donc tenez-nous au courant, d'ailleurs. Vous pourrez nous passer un petit coup de fil pour nous dire si vous l'avez revu, votre dulciné. D'accord. À bientôt, Yves. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et c'est Yvonne qui est avec nous au 39 21. Bonsoir, Yvonne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Vous allez bien? On fait aller. Bon, d'accord. On fait aller. Ça pourrait être mieux parce que il y a pas mal de difficultés, mais bon. Oui. On va essayer de trouver une solution si c'est possible. J'espère qu'on va essayer de trouver une solution ensemble, oui. En tout cas, je remercie aussi les personnes qui m'ont accueilli au téléphone. Là, c'est Amandine vraiment et très Paul. Gentil. Ah oui. Oui. C'est très très gentil et vous-même maintenant. C'est gentil, merci Yvonne. On est là pour vous accueillir chaleureusement. Ma foi. Alors vous avez un gros souci, je crois, en ce moment dans votre couple. Oui. Vous êtes mariés depuis 48 ans déjà. Vous êtes mariés très jeune. J'avais 21 ans. Parce qu'à l'époque, c'était la majorité. Et oui, vous avez attendu la majorité pour vous marier. Ah oui, j'avais pas trop le choix. Et oui, à l'époque, comme vous dites. Bon, dans 2 ans, c'est les noces de quoi je sais pas. Vous savez pas? C'est les noces d'or. Si on a la chance de les fêter, j'espère que vous allez avoir la chance de les fêter. Je sais pas. Le problème, c'est que oui, c'est un peu compliqué depuis que votre fils est revenu vivre chez vous. Oui. C'est ça, votre fils qui a 31 ans. Il y a eu 31 ans, là, il y a quelques jours. D'accord. Et c'est vrai qu'il a toujours été violent depuis l'âge de 14 ans à peu près. Ah bon? Il a commencé à être violent avec nous, à nous taper carrément. On a subi certaines violences. Voilà. Il a même été en foyer. En foyer, ils l'ont mis dehors parce que c'était un enfant assez, j'allais dire terrible, c'est peut-être pas le mot, mais assez difficile. Oui. Et puis,
on m'avait dit de pas le reprendre, mais bon, moi je sais pas. Moi personnellement, j'ai repris mon fils à la maison après le foyer, et puis ça s'est encore empiré. Il avait quel âge à ce moment-là? Là, il avait quoi? Ça a commencé à l'âge de 14 ans, le temps qu'il arrive en foyer et tout, il était majeur après. Et on vous a laissé comme ça, sans aide, sans suivi, parce que c'était pas l'aider, que de le laisser comme ça face à ça. Justement, mais c'est eux qui l'ont mis, les éducateurs qui l'ont mis dehors parce qu'il était insupportable. Oui, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'un jeune, comme vous dites, qui a des accès de violence et qui en est au point de frapper même ses parents, il faut vraiment lui venir en aide. Il va mal, il y a une grande souffrance derrière tout ça. Mais là, il n'a pas été aidé. Même maintenant, je pense qu'il devrait se faire aider parce qu'entre-temps, il a passé un concours pour entrer à l'école des Beaux-Arts. D'accord. Donc, il a fait ses études. Il a même très, très bien marché. Ça a été vraiment... il a très bien suivi son cursus et tout. Oui. Et puis là, il a fini ses études. Et comme il ne savait pas où aller... il nous a dit, moi j'ai dit, écoute, tu reviens à la maison en attendant que tu trouves quelque chose, ton travail, ou que tu saches où tu dois aller. Mais ce que j'avais oublié, c'est que je pensais qu'il s'était calmé un peu, mais apparemment c'est autant qu'avant. Il va mal. C'est-à-dire que il vit chez vous depuis combien de temps? Là, ça fait à peu près une année qu'il est revenu. D'accord. Et quand vous dites autant qu'avant, c'est-à-dire que il y a de la violence à nouveau? Ah oui. Verbal, physique? Il y a les deux. Il y a physique et verbal. Et moi, c'est vrai que j'ai un gros problème de santé, donc entre le problème cardiaque et d'autres choses, donc je suis obligée de subir ça et c'est pas évident. Non, c'est pas possible. Mais c'était là, il frappe, il vous frappe? Ah oui, il frappe. Il frappe carrément. Ah oui, mais non, vous ne pouvez pas subir ça. Surtout, déjà, quand bien même vous n'auriez pas de problème de santé, c'est pas possible. Et en plus là, avec ces problèmes cardiaques et autres, vous pouvez pas. Et votre mari, vous vivez seul? Non, puisqu'il y a votre mari, puisqu'on en parlait. Alors entre vous, comment? Justement, mon mari, il a tellement peur de cette violence. Il faut dire entre-temps, c'est une parenthèse, mais entre-temps, notre maison a brûlé. Comment on appelle, il y a un peu plus de 6 ans. Oui. Et bon, je pense que mon mari, il est comme moi, il a subi quand même un gros traumatisme. Il y a de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était accidentel? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. En pleine nuit, ça s'est mis à flamber. Vous n'étiez que tous les deux? De sortir. Oui. Heureusement, vous avez eu le temps de sortir de là. Mais tout a brûlé dans votre maison. Ah oui, de haut en bas, il n'y a pas eu de cadeau là. Alors, heureusement que vous avez pu vous en sortir tous les deux, vous réveiller à temps. Mais enfin, oui, vous avez tout perdu dans cette Ah oui, là, j'ai tout perdu. J'ai 40... à l'époque, ça me faisait 41 ans de vie, 42 ans de vie qu'on a Oui, c'est très traumatisant. Entre mes enfants, mes petits-enfants, c'est vrai que c'est très dur. Moi-même, j'essaye de faire attention, mais voilà, j'arrive pas... je passe des journées où dès que je vois quelque chose qui me rappelle tout ça, ça y est, c'est reparti, quoi. C'est traumatisant, c'est très traumatisant. Ça fait très mal, bien sûr, oui. Heureusement, vous êtes en vie, mais vous êtes marqué par ce traumatisme. Mais alors, vous avez reconstruit une maison Alors, on est en train justement de rebâtir, parce que il y a eu des gros problèmes avec les assurances et tout. J'avoue que c'est par rapport aux assurances qui nous doivent encore quelque chose, parce que je pense que j'aurais pas recommencé. C'est trop dur. C'est trop dur et nous, on n'a pas besoin de ce souci-là. Non, et puis en avançant que mon mari se repose sur moi en plus. Donc, mais qui c'est qui s'occupe des travaux alors? Là, de toute façon, on a pris un architecte. C'est justement. C'est mieux, si vous pouvez. Mais vous reconstruisez à l'endroit, au même endroit? Oui, au même endroit. Disons à peu près. Ça va même un peu dépasser, mais c'est au même terrain, quoi, je veux dire. D'accord. C'est au même terrain, puisqu'on on a la chance d'avoir encore ce terrain, mais est-ce que c'est une chance? J'en sais rien, mais... peut-être que symboliquement, c'est important aussi de reconstruire. Oui, c'est vrai que j'aime bien mon quartier, je suis bien dans... Vous avez vos habitudes. Tout à fait. Tout le monde a dû être très marqué dans le quartier par rapport à ce qui s'est passé. Disons qu'on a été aidés moyennement, mais de toute façon, même par la ville, pas en plus, on n'a pas été aidés pratiquement du tout, de toute façon. J'ai été un petit peu surprise de ce côté-là, mais c'est comme ça. Et oui, parce que vous avez été relogé comment disons qu'on n'a pas été relogé. Ah parce qu'ils nous avaient proposé un
un appartement au premier étage sans ascenseur, alors que moi je suis handicapée en plus. Donc, faut pas parler d'escalier. Alors, ça fait 6 ans et demi qu'on vit dans un abri de jardin. Et ça, franchement, oui, c'est pas évident du tout. Moi, je pensais que c'était du provisoire pour 1 an ou 2, mais là, 6 ans, c'est beaucoup, c'est trop. Oui, ça va pas du tout, là, quand même, la mairie. La mairie ne vous a pas proposé un logement Non, parce que ils ont dit à d'autres personnes qui me l'ont répété, bien sûr. Oui, Ils ont dit, on leur a proposé un logement, ils l'ont pas pris, donc on s'occupe plus de. Bah oui, mais enfin, si c'est un logement au premier étage qui a des escaliers et que vous êtes en fauteuil. Non, je suis pas en fauteuil. Non, mais enfin, vous ne pouvez pas monter des escaliers. Bon, voilà, alors, donc il faut un rez-de-chaussée, forcément. Tout à fait. Alors que là, dans mon abri de jardin, j'ai préféré prendre cette solution. Mais moi, je pensais pas que ça allait durer 6 ans. Ah non. Plus, quoi. Et alors, en plus, moi, j'adore aller au jardin, j'adore être dehors surtout, donc. Oui, d'accord, mais enfin l'hiver. Et alors, en plus, là, la promiscuité avec votre fils, ça complique encore vos rapports. Oui, il y a ça, et puis c'est vrai qu'il est il est jeune, de toute façon, il a sa vie, je ne l'embête pas, surtout pas, puis je risque pas de l'embêter d'ailleurs. Parce que vous en avez peur un peu. Oui, j'en ai très peur même. Dès que je le vois, il suffit qu'on dise un mot qui lui convienne pas, ça y est, c'est parti. Mais il vous frappe. Ah oui. Vous et son père. Et son père, il le frappe moins parce que son père, il est bien d'accord avec lui, il se met bien d'accord avec lui. Non, mais enfin, quand même. Alors, en étant bien d'accord, alors quand moi je suis frappée, mon mari ne bouge pas. Ah oui, mais alors ça c'est grave, là, hein. Là, c'est justement, là, je n'en peux plus. Je comprends, mais il y a de quoi ne plus en pouvoir, Yvonne. C'est grave, c'est très grave. Parce que déjà, votre mari, en faisant cela, c'est inadmissible parce que ça a l'air de cautionner la violence de votre fils. Mais c'est ce qu'il fait. Alors qu'il devrait s'interposer. Je comprends qu'il ait peur, mais il devrait dire c'est inadmissible. Votre fils, il est livré à ses pulsions violentes sans aucune limite. Il doit s'en vouloir après coup. Est-ce qu'il lui arrive de vous dire une fois, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ça lui est arrivé de venir. Non, mais une fois il est venu, il m'a dit j'aurais pas dû faire ça, je m'excuse. Mais il s'excuse et puis un quart d'heure après il recommence. Oui, mais parce que votre fils, il aurait besoin vraiment d'un suivi. Là, il va mal. Personne veut m'écouter. J'en ai parlé à mon médecin, qui a pas l'air de. Alors il me dit, mais il devrait venir me voir. Oui, mais il veut pas. Il est comme mon mari. Mon mari, j'avais pris un rendez-vous chez un médecin pour voir un peu ce qui ne pourrait pas aller. Mais moi, je suis allée au rendez-vous, mais personne n'est venu, ni mon fils, ni mon mari. Mais attendez, le médecin, votre médecin traitant à qui vous en parlez, quand même, il a pu constater sur vous, vous avez eu des traces de coups déjà ? Non seulement il y a eu des traces, mais il voit bien que ça va pas autrement, que je suis pas. Il me connaît depuis assez longtemps pour savoir que je suis pas quand même d'humeur comme ça, qu'il y a des problèmes. Et qu'est-ce qu'il vous dit de faire, votre médecin ? Parce qu'il ne peut pas vous laisser dans cette situation-là. Lui, il veut bien revoir mon fils, mais de toute façon, mon fiston ne veut pas y aller. Donc, bien sûr qu'il ne veut pas y aller. Il sait très bien de quoi il va lui parler. Alors, moi, on m'a dit, mais il faut déposer plainte, il faut faire une main courante. Mais bon... Je sais bien que c'est très difficile contre son enfant, mais c'est peut-être ce qui permettrait qu'il y ait quelque chose de mis en place autour de lui. Mais là, si je fais ça et que ça viendra à sa connaissance, c'est sûr, là, je vais passer un sale quart d'heure, c'est le cas de dire. Non, parce que c'est pas possible qu'il continue à vivre avec vous. Ce n'est pas possible. Comment je fais ? C'est moi qui lui ai dit de revenir. Alors bien sûr que je suis en faute, mais moi je laisse pas mon gamin dehors. Non, mais Yvonne, bien sûr que non, vous n'êtes pas en faute. Il faut pas retourner les problèmes. D'ailleurs, il y a même pas, c'est pas une question de faute. C'est je veux dire, vous n'alliez pas laisser, comme vous dites, votre fils dehors. Vous n'imaginiez pas à ce moment-là qu'il allait aussi mal et qu'à nouveau il y aurait des accès de violence. Bon, et malheureusement, maintenant, vous subissez ça. Et c'est vrai que je ne sais pas qui vous a dit de porter plainte. C'est des voisins, c'est des gens, mais bien sûr, ils le savent. De toute façon, tout mon quartier le sait. Et puis il y a des fois, ça me fait des excès de colère, mais après, il est d'ailleurs très malin parce qu'il nous tape, il nous insulte. Après, comme je me mets à crier parce que j'en ai un petit peu marre, même beaucoup.
Et puis, voilà, disons que lui, et 5 minutes après, il dit que ma voisine, elle vient ou n'importe quoi. Oui, mais vous comprenez, ma mère, elle est comme ça, moi, j'ai rien fait. Et il descend avec ma voisine et par son dos, il me fait un doigt d'honneur, en l'air de dire, tu vois, j'ai encore gagné. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas. Il y a quelque chose auquel il faut mettre un terme et des limites, parce que c'est l'escalade en fait. Et lui, il est pris dans. Lui, il aurait besoin de soins, parce que il aurait vraiment besoin de soins psy, d'un suivi. Et c'est pour ça que, évidemment, que c'est très compliqué pour les parents qui sont victimes de violences de la part d'un enfant majeur d'envisager de faire cette démarche d'un dépôt de plainte, parce que il y a quelque chose d'inconcevable de dire on peut pas porter plainte contre son enfant. Mais on oublie que derrière cette plainte, il y a, si l'enfant majeur est dans un déni au fond de cette réalité-là, de cette violence, il est livré à lui-même aussi. Et donc vous subissez la violence, mais lui-même, au fond, il est pris là-dedans, et ça peut très mal finir. Hein. Ça peut très mal finir. De toute façon, oui. Mais je comprends que vous ayez peur. Parce que dès qu'il me prend quelque chose, il me prend la voiture, il me prend les clés de la maison. Disons que l'autre fois, on voulait mettre quelque chose dans la cave, il veut pas nous redonner les clés de la cave. Il a les clés de ma voiture. Il prend ma voiture quand il en a envie. Vous avez quel âge, Yvonne? Moi, j'ai 48. Je confonds avec mon année de mariage. Moi, c'est intéressant. C'est bien, vous êtes rajeunie d'un coup, c'est bien. Non, je suis de... 40. Vous savez pas, vous savez plus trop. 48. Bon, d'accord. Non, je suis de 48, donc j'ai 69 ans. D'accord. Et votre mari? Mon mari, il a 3 ans de plus, donc il a 71 ans. Oui, non, là, ça va pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de fait. Hein. Il faut. Parce que même lui, même Fabien, il peut plus continuer à vivre. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de fait pour lui, parce que c'est ça. Lui-même, il est mal dans sa peau, il nous rend malheureux, parce que on n'a pas besoin de tout ça. Le monde est malheureux. Non, voilà, et tout le monde est malheureux dans cette histoire. Tout le monde est malheureux, et cette violence-là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, qu'il soit pris en charge. C'est déjà quand il était, dans le foyer, qu'on l'a mis en dehors du foyer. C'est là où déjà il aurait fallu intervenir. Oui, mais là, il n'est pas trop compris ce qui se passait. Il n'est pas trop tard, parce que cette violence, elle va le rattraper. De toute façon, s'il est en couple, il ne peut pas canaliser ça. Donc. Au moins, il faut que vous parliez à des services sociaux. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, les services sociaux, tant qu'il était mineur, ça allait, mais en étant majeur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui m'ennuie, parce que, vous voyez, même un exemple... À part un dépôt de plainte, ça me paraît compliqué. Oui. Hein. Voilà. Ce qui est très, il faudrait que vous me parlez d'autres enfants là. Vous m'avez dit, vous me parlez d'enfants, de petits enfants. Donc vous avez d'autres enfants. J'ai 2 grandes filles, il y a 2 grandes sœurs. Bon, est-ce qu'elles sont au courant de ce que vous vivez? Oui, elles sont au courant. Même alors vos filles, elles doivent être horrifiées. Elles sont pas d'accord avec elles sont complètement horrifiées, oui. Là, elles sont complètement malades de toute façon, et j'ai 2 petites filles, dont une Amandine qui va avoir 20 ans. Mais voilà, donc... qu'est-ce qu'elles vous disent, vos filles? Elles sont... Mes filles, c'est vrai qu'elles veulent pas non plus trop s'immiscer dans notre vie, parce que bon, comme elles disent, c'est votre vie. Oui, mais là, c'est fou ce qui se passe. Là, voilà, elles sont contre d'ailleurs leurs frères, de toute façon. Pendant quelques années, j'ai ma fille aînée qui nous parlait plus. Parce qu'elle n'acceptait pas qu'on l'aide pour ses études. Or, il a voulu prendre des études, j'ai quand même trouvé ça très bien, donc je lui ai dit, on va t'aider, parce qu'il nous a quand même demandé, là. Je lui ai dit, écoute, ce seront des études, il n'y a pas de raison que toi, tu n'aies pas un niveau d'études, donc il a fait 5 ans, et il a bien marché, en plus, dans ses études. Il a très, très bien marché. Et c'est ça que je ne comprends pas. Et des études qu'il a choisies, hein, c'est pas moi qui lui ai dit quoi que ce soit de faire, hein, de toute façon. Alors, c'est ça que je comprends pas trop. Pourtant, on lui a bien aidé, on l'a pas oublié. Loin de là, même ce qu'il nous avait fait avant. Et ça, mes filles n'ont pas trop compris. On a dit, ouais, tu fais ça, alors que tu as vu ce qu'il t'a fait avant. Elles comprennent pas finalement pourquoi il y a un soutien conditionnel à ce fils. J'avais pas trop le choix d'un côté parce que c'est mais là c'est plus possible.
Ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous le lâchez, c'est plus possible parce que vous vivez, il y a de la violence, vous vivez dans la peur, donc ça c'est insupportable. Donc si vous voulez, vous étiez au départ dans une démarche d'aide qu'on peut comprendre en lui finançant ses études. Bon, ce que font des parents quand il s'est retrouvé, oui, vous avez fait tout votre possible. Quand il s'est retrouvé sans logement, vous l'avez accueilli chez vous. Bon, là, d'accord, moi je vous rejoins complètement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en n'intervenant pas. Vous souffrez de cette situation physiquement et moralement, vous vivez dans la peur, et lui, de toute façon, vous ne l'aidez pas non plus, puisqu'il est au fond, il est prisonnier là de cette violence. Oui, mais voilà, alors c'est ça que je sais pas quoi. Il faudrait vous rapprocher déjà, peut-être en allant. Vous êtes en campagne ou en ville? C'est une gendarmerie ou un commissariat? Il y a les deux. Il y a une gendarmerie et un commissariat. Il y a les deux. Et justement, l'année dernière, nos voisins, je les comprends aussi parce que j'ai un petit peu honte, mais bon, ils étaient ennuyés par rapport au bruit et ils ont appelé les gendarmes. Mon fils les a reçus en bas, les gendarmes, mais ils sont même pas venus me parler à moi. Hein. Mon fils leur a raconté sa petite version et puis débrouillez-vous. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller trouver les gendarmes en leur expliquant ce que vous vivez? Alors c'est vrai qu'on est quand même retraité, donc on a quand même des moyens très limités en plus. Est-ce qu'il serait envisageable pour vous d'aller voir les gendarmes, leur expliquer ce qui se passe? Si c'est une solution pour en venir à quelque chose, moi j'ai juste peur après c'est le cas de dire que j'ai des représailles de toute façon, parce que là, de toute façon, c'est là, il est évident qu'à partir du moment où il y a une démarche d'entreprise comme ça, pendant un temps, il faut un éloignement. Je dis bien pendant un temps. C'est-à-dire que ce n'est pas envisageable qu'il y ait un signalement de fait et qu'il continue à vivre à la maison. De toute façon, vous savez, je vais vous dire, Yvonne, quand il y a, même pour des enfants, vous l'avez vécu, quand il a commencé ses accès de violence à l'âge de 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été dans un foyer. C'est ce que l'on préconise, c'est-à-dire que quand il y a des passages à l'acte violent, on éloigne le jeune de sa famille. Pas pour rompre le lien, évidemment, mais pour déjà qu'il n'y ait plus ces passages à l'acte. L'éloignement est quelque chose de nécessaire. Ça a été très très dur parce que ça n'en a pas été averti d'ailleurs. Donc c'était vrai, ça a été très dur parce qu'entre-temps, quand il y a eu la première intervention, il s'est trouvé que le lendemain, il a eu un petit accident de vélo, sans trop de gravité bien sûr, mais il a eu cet accident, donc il a été hospitalisé. Et c'est en étant à l'hôpital qu'ils ont mis mon fils qu'ils ont fait partir mon fils en foyer. Alors que moi, quand je suis allée le voir à l'hôpital, on m'a dit mais votre fils il n'est plus là, il a été emmené par les services sociaux. Alors ni on nous a mis au courant tout de suite, ça faisait 3 jours que j'attendais de voir mon fils pour qu'il me dise ça à la fin. Et il avait carrément éloigné de la ville. Il avait été, pardon? J'ai pas entendu, Yvonne. Il avait été éloigné de la ville, c'est-à-dire il a été mis en foyer, mais pas dans notre ville. C'est ce qui est préconisé. Et normalement, on fait un soin suivi. Mais de la même façon, quand un majeur intervient de cette façon-là, il y a un éloignement pour protéger les victimes et pour protéger aussi l'agresseur, c'est-à-dire de lui-même, au fond, de ses propres pulsions violentes. Or, là, vous pouvez pas rester à 3 dans ce huis clos infernal, dans cet abri de jardin en plus. C'est infernal, votre situation. Et je vous dis, Yvonne, je vous dis, c'est le genre de situation qui un jour peut mal tourner. Et où là, du coup, il n'y a plus le choix, parce que là, c'est direct intervention de la gendarmerie et, vous voyez. Oui, non, mais je comprends. Donc, c'est faire de la prévention. C'est faire de la prévention. Il le fait d'ailleurs. Parce que quand il nous prend les papiers, que j'ai pas voulu lui prêter la voiture une fois, je lui ai dit, alors il a pris mon sac, il a pris les papiers, il a pris les clés, il a pris mon téléphone portable, et puis il me dit, de toute façon, tu me donnes pas, avant qu'il prenne les clés, je voulais donc pas les lui donner, et avant qu'il les trouve, il me dit, de toute façon, je vais tout brûler. Les papiers, tout ce qui est là, je vais le brûler. Tu me donnes les clés ou tu me les donnes pas. Après, il faut faire comment? Déjà, il parle de ça alors qu'il sait qu'il y a eu le feu à la maison. Voilà. Il y a une menace. Vous vivez avec cette menace-là. Ah oui, tout le temps. Donc c'est pas. Il s'alcoolise, il prend des produits toxiques, vous pensez?
Je pense qu'il doit boire des trucs, mais enfin, de dire qu'il s'alcoolise, je sais pas. Vous ne le voyez, mais est-ce qu'il prend est-ce que vous pensez qu'il prend des substances toxiques ou pas? Vous ne savez pas, vous ne le voyez pas dans les... Je pense. Mais parce qu'il y a des moments où il est vraiment pas dans son état normal. Bon. C'est pour ça d'ailleurs que je dis plus rien parce que. On va. Écoutez, il y a Annie qui vous écoute attentivement, qui est avec nous au 39-21, qui voudrait vous parler. Peut-être pour vous donner un conseil. On l'accueille ensemble, hein, Yvonne. Bonsoir Annie. Merci. Merci beaucoup de me prendre. Écoutez Yvonne, il est impératif que vous réagissiez. Il faut ouvrir les yeux. Vous êtes en danger, comme vous le dit très justement Caroline. Ça peut aller très loin. Donc il existe des associations. Il faut faire un signalement pour la maltraitance des personnes âgées. J'ai le même âge que vous, donc on fait partie des personnes âgées, ma chère. D'accord? Oui. J'appelle pas, j'ai pas 40 ans. Je vis comme vous. Bon, j'ai pas ce problème du tout, mais je m'insurge. Mon côté protecteur me dit de vous appeler. Les associations s'appellent ALMA, A-L-M-A. Bon, j'ai pas la cartographie de cette association. Vous êtes dans quelle région? Mais il y a un numéro de téléphone qui est le 3977, hein, quand même, pour maltraiter. Oui, tout à fait. Ça, c'est le numéro national. National, voilà. Voilà. Où ils pourront donner à ce moment-là à Yvonne, voyez, dans sa région. C'est le moment, Caroline, excusez-moi, c'est le moment où on m'a demandé d'éteindre ma radio, où vous avez dû parler du numéro national. Non, je le donne à l'instant, là, 3977. Oui. J'allais le donner, vous êtes un amour. Bon. Vous trouvez des solutions partout. Écoutez, Mélanie, c'est pas si simple. Moralement, je vous soutiens, petite. Il faut que vous ayez la force d'ouvrir les yeux. Son enfant peut être pas comme les autres. Vous avez plusieurs enfants? Oui, j'ai 3 enfants. J'ai 2 grandes filles et mon fils qui est venu assez tard, mais qui a été désiré. C'est pas du tout. Vos filles sont au courant de ça ou pas? Oui, on en a parlé, mais peut-être Annie, pardonnez-moi, à ce moment-là, vous étiez en ligne et vous n'avez pas entendu. On en a parlé des 2 filles qui. Écoutez, ma cocotte, vous allez le faire. Je vous parle comme une maman. Il faut ouvrir les yeux. Votre fils, bien sûr, il a besoin de soins et tout, mais il est en train, dans la situation, pas votre fils, mais dans la situation que vous vivez, il est en train de s'instaurer un couple maltraitant-maltraité. Il faut stopper ça. Oui, parce que là, il nous montre beaucoup d'épreuves de votre vie. Il faut avoir les couilles au cul d'ouvrir les yeux. Vous êtes en danger, ça suffit. Ce qui ne vous empêche pas d'aimer votre fils. Non, mais vous savez, aimer, parfois, c'est pour des parents demander une hospitalisation, même si ce n'est pas le souhait de l'enfant, parce qu'il y a un besoin de soins et de le protéger de lui-même. Et ça peut être parfois intervenir auprès d'un tiers, et ce tiers, ça peut être des forces de l'ordre, pour vous protéger et le protéger. Parce que Annie a raison, il y a danger. Vous êtes en danger et lui aussi. Parce que à un moment, vous me dites déjà, vous vous déplacez avec des béquilles, vous avez du mal à marcher. Au moment, un jour, il peut vous frapper, vous faites une mauvaise chute, vous tombez mal. Fait ça, hein. Bon, vous vous rendez compte? Donc, si vous voulez, ça peut mal se terminer. Et là, votre fils, il y aura pas, là, ça sera direct la casse-prison, hein. Oui, mais alors comment on fait? Parce que lui, il fait ça. Et comme je vous dis, l'année dernière, la police est venue et puis il leur a raconté sa petite histoire. Mais il raconte que son histoire. Oui, mais il faut ce qu'il fait. Oui, mais il faut que vous... Vous n'êtes pas aller voir la police pour faire votre déposition. Voilà, avec des certificats médicaux et où le médecin peut attester qu'il vous a reçu à plusieurs reprises et a constaté... Bon, si le médecin est tiède, il faut en changer. Oui, là, je trouve que le médecin a une part de responsabilité aussi. C'est pas voir le fils, c'est pas suffisant. Il est tiède et les gens tièdes, on n'en a pas besoin. Là, il y a une notion de danger. Je trouve que le médecin aurait effectivement dû vraiment tirer le signal d'alarme depuis longtemps. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à l'hôpital, quand je rentre à l'hôpital, parce que malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Maintenant, ils savent, hein, ils me disent, c'est votre fils. Alors bon, comme j'ai des problèmes cardiaques.
Mais non, mais c'est pas eux, mais ils savent la situation, ils savent comment on fait ces violences. Oui, mais l'hôpital ne peut pas, il est majeur, hein, donc l'hôpital, si quelqu'un constatait au moment les faits, oui, quelqu'un, un tiers pourrait, mais là, c'est à vous. Ce que vous avez du mal à comprendre, Yvonne, c'est qu'aujourd'hui, protéger votre fils, ça serait agir. C'est ça, le protéger. C'est pas ne rien dire. Parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais vous êtes en danger et lui aussi. Parce que lui votre mari aussi et votre mari aussi, tout le monde va mal. Et en général, malheureusement, ce genre de scénario ne se termine jamais très bien. Voilà, donc il y a une et votre fils, par ses actes, si vous voulez, à l'extérieur, peut un jour, dans une soirée, s'en prendre à quelqu'un, lui casser la figure, voire pire, il fait une mauvaise chute. Là, la personne, elle n'hésitera pas à porter plainte. Ah oui, non, mais j'allais dire, entre guillemets, ça serait une... Si on peut parler comme ça serait une chance. Non, non. Non. Il faut que ça vienne de vous. Non, une chance de porter plainte, je veux dire. Malheureusement, on va pas pouvoir... On va pas... Oui, là, vous dégagez votre propre responsabilité. On va pas pouvoir poursuivre après minuit, mais je vais donner des numéros quand même et on va vous les communiquer hors antenne. Il faut que vous agissiez. Hein. Vraiment. Il faut déjà que vous voyez au moins une assistante sociale, peut-être à la mairie, et on va vous donner des numéros spécialisés hors antenne. Vous ne raccrochez pas, Yvonne. Vous ne raccrochez pas, Yvonne. Hein. On vous reprend hors antenne, on vous communique tous les numéros. Merci Annie beaucoup pour votre intervention. C'est l'heure du journal. Je veux bien si vous voulez laisser mon numéro. Avec plaisir. Merci beaucoup Annie. On vous met en relation. Europe 1 est ouverte comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin pour vous permettre d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez afin de le partager avec nous. La ligne est ouverte au 39 21. Sonia et Paul sont là, l'autre bout du fil pour vous accueillir. 39 21, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur ou une auditrice comme l'a fait Annie juste avant le journal de minuit pour un peu mobiliser Yvonne, lui faire prendre conscience qu'il fallait qu'elle bouge vraiment. Merci aussi pour vos messages très nombreux. Hein. On a repris Yvonne en antenne, on lui a donné des numéros de téléphone auprès desquels elle va trouver une écoute, un soutien, du réconfort et aussi des pistes pour agir. Donc il y a l'association Alma avec ce numéro 39 77 qui vient en aide, comme le disait Annie, aux personnes âgées maltraitées. Merci également à l'auditeur ou l'auditrice qui nous a communiqué un numéro de téléphone c'est un numéro spécialisé contre les violences faites aux femmes handicapées. Ça s'appelle Femmes pour le dire. J'ai pas la suite d'ailleurs de l'association. Peu importe. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Ça sera plus simple. 01 40 47 06 06. C'est un numéro d'écoute. Violence femmes handicapées. Ce numéro nous a été communiqué parce que Yvonne nous disait qu'elle avait un problème de handicap, qu'elle se déplaçait avec des béquilles. Donc Alma 39 77, maltraitance faite aux personnes âgées, 01 40 47 06 06. C'est un numéro d'écoute pour les violences faites aux femmes handicapées. Merci beaucoup de nous avoir communiqué ce numéro-là. Et puis on espère qu'Yvonne va agir, parce que agir, c'est bien évidemment se protéger, elle et son mari, mais c'est aussi parfois aimer son enfant, c'est lui mettre des limites. Alors évidemment, quand ils sont petits, les limites sont adaptées à son âge. Sur des majeurs et des majeurs qui ont des accès de violence, les limites sont plus grandes et plus contraignantes, évidemment, mais un dépôt de plainte peut aussi permettre la mise en place d'un suivi. Dépôt de plainte ne veut pas dire qu'il va se retrouver en prison.
Il va y avoir, c'est un recours à la loi. Il faut aussi replacer la loi mettre des tiers entre les personnes qui sont maltraitées et leurs enfants. Et la loi est importante. C'est important de poser cette question-là. Et ça amène à une injonction de soins. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne n'a plus le choix. Elle doit accepter un suivi thérapeutique. Et quand il y a des accès de violence, c'est la seule chose à faire, vraiment. La libre antenne, la nuit. Allez, on va maintenant accueillir Odile, je crois, qui est avec nous, 3921. Bonsoir Odile. Bonsoir. Bonsoir. C'est gentil de me prendre à l'antenne. On est là pour vous, en même temps. Oui. Non, moi je m'appelle parce que... je vous entends pas très bien. Parlez bien dans le téléphone, s'il vous plaît. Oui. Parce que voilà, bien, voilà. Ne bougez pas trop. Oui. J'ai des problèmes surtout avec mes fils et également avec ma fille qui, elle, a des accès de folie, si vous voulez. Enfin, c'est un peu fort comme mot. Et en fait, j'ai l'impression que les garçons, j'ai 3 garçons et une fille, ne viennent plus chez moi parce que ils veulent pas voir leur sœur, quoi. Alors, votre fille vit avec vous? Oui, elle vient surtout de revenir parce qu'elle avait un petit studio que son père lui payait à Marly-le-Roi où je suis. Odile, est-ce que vous pourriez vraiment bien parler dans le téléphone, s'il vous plaît, parce que écoutez, oui. Ou alors c'est que vraiment votre téléphone, le son est très très mauvais, on vous entend pas bien du tout, et on me disait qu'en antenne on vous entendait bien. Donc vraiment parlez bien devant le téléphone. Voilà. D'accord. Voilà. Oui. Là comme ça va? Pas très bien, non, mais on va essayer de faire avec, c'est un peu compliqué. Oui. Donc alors, elle est revenue vivre avec vous depuis, parce que jusque-là, elle vivait dans un studio payé par son père. Oui, dans un studio, mais elle était souvent chez moi, bien que nous ne nous entendions pas très très bien, parce qu'elle a un petit peu des accès de violence, elle a fait elle jette, si vous voulez, des tableaux, des objets qu'elle descend dans la poubelle. Et de votre appartement, des tableaux oui, de mon appartement, oui. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 43 ans et elle est jumelle avec son frère dont je parlais tout d'abord, qui est avec une fille que j'ai vue une fois, et la deuxième, c'était chez moi, donc. Et il s'est levé brusquement et il est parti sans que je ne sache pourquoi, avec son amie qui était enceinte. Et je les ai jamais revus depuis. Il était angoissé peut-être. Vous dites vos garçons ne viennent plus parce que ils redoutent la présence de leur sœur. Ils sont angoissés. Ça les angoisse de la voir dans cet état-là. Comme moi d'ailleurs. Enfin bon. Elle n'est pas du tout suivie, votre fille. Elle n'a jamais été suivie. Si. Oh là là, la police est venue. Et en même temps que les pompiers, parce que moi j'ai été opérée plusieurs fois des hanches, j'ai des prothèses, et je tombe, donc à ce moment-là j'appelle les pompiers pour me ramasser. Oui. Ah bon, vous en êtes là. Mais je comprends. Votre fille, son père ne lui paie plus le studio? Le studio, on vient de le rendre, mais ça n'a pas été à mes profits parce que là, vous m'entendez? Très mal, très très mal, parce que vous êtes, on dirait que vous avez mis soit un haut-parleur, vous êtes éloigné du téléphone, c'est le son. Non. Là, voilà, ne bougez pas, là, je vous entends bien. Oui.
Non, parce que du coup, elle était souvent chez moi et... Alors attendez, votre fille, comment est-elle suivie là? C'est-à-dire, vous me dites, puisqu'elle souffre de troubles psychiques, me dites-vous, elle a été suivie par un psychiatre. Aujourd'hui, elle ne le voit plus, son psychiatre? Non, elle ne veut plus. Elle a été. Vous entend mal à nouveau. Vous avez appuyé sur quelque chose apparemment, hein, Odile? Vous avez appuyé sur une touche ou je vous entends très très mal là, à nouveau. Pas vraiment là. Non, là on va pas pouvoir. Je suis désolée, on va essayer de faire un réglage hors antenne, mais la liaison est trop mauvaise, Odile. Hein. Vous ne raccrochez pas. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec le son, voir si on peut l'améliorer hors antenne. On passe un petit peu de musique en attendant, d'accord? Ne raccrochez pas. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir reprendre Odile ce soir parce que la liaison est vraiment trop mauvaise. Donc j'espère que nous aurons la possibilité de nous parler un autre soir. Mais là, c'est vrai que on a fait des essais hors antenne. Et Fifi me dit que c'est pas possible. En revanche, on a donné les numéros que vous nous aviez communiqués sur l'association qui s'appelle d'ailleurs Femmes pour le dire, Femmes pour agir, écoute violence faite aux femmes handicapées. Merci à Fan et merci à Cathy également pour nous avoir donné les coordonnées de cette association qui est le 01 40 47 06 06. Et puis nous lui avons donné également les coordonnées de l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des amis et familles de personnes atteintes de troubles psychiques, qui a un numéro d'écoute avec des psychologues et qui aide aussi grandement les proches de personnes atteintes de troubles psychiques. On va maintenant accueillir Rose. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Rose. Oh, pardon, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je suis tellement heureuse de vous entendre. Et surtout, j'aimerais tellement que vous me boostez, mais vraiment me boostez. Ah bon? Oui, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, rien n'y va en fait. Je suis dans une période où je ne sais pas comment organiser tout. Ma vie, mon couple, mes enfants, le travail. Je suis complètement perdue. Sur tous les plans? Un peu, oui. Paul a été vraiment adorable qu'il puisse me rappeler comme ça parce que. Mais il a senti que vous n'étiez pas bien. Oui, complètement. C'est depuis combien de temps vous vous sentez un peu perdu comme ça dans votre vie? Écoutez, ça fait un bon moment. Il y a eu beaucoup de choses effectivement. J'ai dû prendre contact avec Sophie il y a à peu près 2 ans. D'accord, oui. Qui m'a vraiment aidée, c'est vrai. Elle m'a vraiment aidée à aller voir quelqu'un. Oui. À consulter et tout. Ça m'a énormément aidée à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis complètement déboussolée. Je n'arrive même pas à avoir le temps d'aller consulter cette personne. Ah oui, ça ne va pas, ça. Alors que ça vous avait fait du bien quand vous aviez fait la démarche? Je l'ai fait, oui. Oui, ça vous faisait du bien. Ça m'a fait énormément. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire quand je l'ai appelée. Elle m'a dit, vous êtes juste en train de fermer toutes les portes. C'est juste morbide. Le mot morbide m'a vachement tiqué. J'ai fermé toutes les portes. Je me suis enfermée en moi-même. Oui, mais parfois on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Hein. Mais c'est l'image et c'est un enfermement, bien sûr. Quand on souffre, on est souvent enfermé. Hein. J'ai eu tellement peur et mal que je me suis enfermée dans mon angoisse, dans tout ce qui est culture. Il fallait faire avec. Et je me suis dit, j'avais pas le droit à quoi que ce soit en fait. La petite fenêtre qui me donnait de l'espoir, je l'ai fermée aussi. Il a fallu qu'elle dise le mot morbide pour que je puisse avoir un petit peu d'air. Bon, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, je suis perdue. J'ai un enfant de 5 ans et j'ai un enfant de 16 ans. Récemment, on a ouvert une société. Enfin, on est en société depuis un moment. Mais on a, fait une autre activité
qui s'ajoute à celle qui était précédente et seulement je suis complètement débordée. Autant mon mari, ça n'a jamais changé. Quand j'ai appelé Sophie à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait juste la gentillesse. Il fallait que je fasse avec, tout simplement. Mais vous en êtes où aujourd'hui? Parce que moi, ce que j'aimerais comprendre... Je sais pas. Je suis perdue. Bon. Je sais pas. Ben oui, mais alors vous voyez bien qu'à un moment, quand vous dites que vous n'avez plus le temps d'aller voir cette personne que vous avez consultée, à un moment, c'est une question de priorité, là. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous écrouler, c'est la priorité, elle est là. C'est de vous soigner, de vous occuper de vous. Vous aviez vu qui il y a 2 ans? C'était un psychiatre? Non, un psychologue qui est merveilleuse, qui était juste à côté de chez moi. En plus, donc c'est bien. Grave. C'est pratique si elle est à côté. Un petit peu plus loin, mais je l'ai rejoint. Bon. Elle m'a tellement soulagée, cette dame. Bah alors, pourquoi vous ne retournez pas la voir, franchement? Vous voyez, à un moment, il ne faut pas rester comme ça aussi mal. Puisque vous dites qu'en plus, ça vous avait beaucoup aidé. Donc ça montre que vous êtes réceptive et qu'il y a quelque chose qui peut se passer, au fond. Pourquoi continuer à souffrir comme vous souffrez là? Énormément. Bah alors, ça va pas. Caroline, je sais que vous êtes d'un tempérament qui peut booster et j'ai envie de ça. J'ai envie que vous m'aidiez au niveau de ma famille. Oui, mais booster, si vous voulez, c'est pas moi. Non plus, je peux pas vous prendre la main et vous amener, voyez. En ce moment. Vous savez au fond pourquoi vous restez, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez plus à faire la démarche? Vous vous sentez trop fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Puisque au fond, vous savez qu'il y aurait déjà un recours possible, qu'évidemment les choses ne vont pas. Cette personne, aussi compétente soit-elle, n'a pas de baguette magique pour changer votre vie du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce qui est très rassurant, je trouve, c'est quand vous me dites que le fait d'aller parler, d'avoir un échange, vous permettait d'entrevoir quelque chose à nouveau de possible et que déjà vous vous sentiez mieux, un peu soulagé. Donc ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est pourquoi, au fond, vous êtes en train de replonger alors que vous savez qu'il y a ce recours possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez trop fatigué pour agir? Non, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ah non, mais ça, oui, mais ça c'est pas une, non, c'est pas une bonne excuse. Non. Et il y a une activité qui s'est ajoutée à ce travail-là. On travaille ensemble, moi et mon mari. Oui, parce que vous travaillez, c'est ça, en couple et donc oui, tout le temps. Vous êtes indépendant et voilà, exactement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas embaucher au jour d'aujourd'hui, malheureusement. D'accord. Donc vous avez des horaires, des plages horaires très étendues. 6h, 22h. Oh là là. Complètement. Et déjà, j'ai un adolescent. Oui. Pardon, j'ai promis à Paul de ne pas craquer. Oui, mais le problème, Rose, quand je vous écoute, c'est que déjà, vous devez être très fatiguée physiquement, parce qu'avec les horaires... Vous travaillez combien? 6 jours sur 7? Complètement, c'est tous les jours. 7 jours sur 7? Complètement. Mais votre mari, là, il voit quand même que vous êtes en train de vous épuiser. Il est aussi épuisé que moi. Bah oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qui se passe si vous... On est pas en accord. Bah oui. C'est cet enfant-là de 16 ans, mon Dieu, qu'est-ce que je le désirais. Bon, le problème, il n'est pas là. On va pas trop revenir sur ça. Le problème actuellement, c'est que... Cet enfant ne nous aide pas. Cet enfant est en vacances au jour d'aujourd'hui. Il est toute la journée étalé devant la télé. Oui, mais c'est pas à votre fils de vous aider. C'est vrai, mais il comprend pas qu'on rentre à 22 ans bon sang et... Ben oui, mais lui, il est en vacances, c'est pas à la limite, vous pouvez pas demander à un adolescent de, voyez, c'est et puis non, c'est pas son rôle. Non, c'est pas son rôle là de vous aider, enfin. Ça veut pas dire qu'il est pas d'ailleurs au fond plus sensible qu'il n'en a l'air à ce qui se passe et au fond un peu inquiet de vous sentir peut-être aussi angoissé, même s'il manifeste pas. Mais c'est pas un enfant adolescent de... J'aurais jamais pensé arriver à ça.
Oui, mais là, Rose, il est vraiment important. Parce que qu'est-ce qui se passe? Soit vous allez dans ce rouleau compresseur, vous continuez, et j'entends que c'est difficile quand on est dans une activité indépendante. Bon, c'est plus compliqué que quand on est un salarié de pouvoir s'arrêter quelques jours. Mais Oui. en tout cas, si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez véritablement craquer, physiquement, moralement, et de toute façon, tout va péricliter. Et même avec votre... l'exoxia, enfin. Oui, vous faites votre petit cocktail. Supporter cette journée pour que je puisse être au top. Oui, mais c'est pas possible. Normal, tout simplement. Et voilà. Oui, mais c'est pas. Si vous voulez, le but, c'est. Vous savez, quand on commence à accumuler de la fatigue physique et de la fatigue morale, ça va d'ailleurs, ça marche bien ensemble. Malheureusement, on met du temps à récupérer. Donc là, vous êtes un peu comme un hamster qui est dans sa roue. Vous tournez, vous savez plus comment en sortir. Donc la priorité, vous savez, c'est quand même votre santé, hein. Je ne sais pas par quoi commencer. Par ça. Mon fils, il faut pas lui dire. Non, je crois. Vous déplacez le problème. Il est devant la télé. Mais Rose, vous déplacez le problème là. Le problème, il est pas pour le moment, et pour moi, il vient pas de votre fils là. Il vient de vous qui êtes épuisé, qui n'en pouvez plus, qui êtes et bon, votre fils, il est devant la télé, mais il est en vacances. Bon, après tout, alors c'est sûr qu'il vaudrait mieux qu'il voit un peu des copains, mais finalement, peut-être qu'il est angoissé. Pas du tout. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est tellement, comment dire, je ne comprends pas du tout. Il y a des enfants qui recherchent d'autres enfants pour sortir. Et lui, non. Il se suffit à lui-même, c'est terrible. Il ne cherche même pas à contacter ses copains. Ses copains. Il va peut-être pas bien, Rose. Il va peut-être pas bien, votre fils. Et c'est pour ça que quand vous dites, Rose, écoutez-moi un peu, parce que quand vous dites, il ne m'aide pas, il ne nous aide pas. S'il vous voit rentrer, d'abord il vous voit pas parce que vous bossez comme des dingues, il ne vous voit plus. Quand vous rentrez, il doit vous voir épuisé et puis ça donne pas l'idée d'un avenir très souriant, hein, finalement. Non, donc votre fils peut-être qu'il va pas très bien de son côté parce que un ado c'est quand même mieux qu'il ait des copains. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire vous, si ce n'est déjà un peu vous soigner? Parce que, d'accord, on peut parler de votre fils, mais déjà, si vous voulez un peu aider votre fils, c'est que vous, il faut que vous soyez mieux. Parce que si vous craquez complètement, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir aider votre fils non plus. Donc, vous allez difficilement pouvoir lui dire, écoute, je m'inquiète pour toi parce que tu passes beaucoup de temps devant la télé et finalement, je me rends compte que qu'est-ce qui se passe, tu as pas beaucoup d'amis. Et il pourrait vous renvoyer, et vous, qu'est-ce que vous faites à part bosser? Vous voyez, donc les ados, parfois... Mes amis l'appellent, il ne veut même pas... Je suis tellement heureuse quand un ami réussit à le faire sortir de la maison. Voyez-vous, c'est mon grand jour, c'est... Comment vous dire? Je suis tellement heureuse qu'il puisse sortir de la maison, tout simplement. Quand il me dit, écoute maman, je vais y aller voir... Mais je suis tellement heureuse. Et je lui demande même, tu as besoin de quoi? Je suis heureuse qu'il sorte de la maison. Le problème, c'est qu'il ne sort pas de la maison. Il est toute la journée. Alors je me dis, pourquoi il ne vient pas m'aider? On est épuisés, moi et son père, du matin au soir. Il est fils unique? Il a été fils unique pendant... J'ai eu du mal à l'avoir. Je l'ai eu après 7 ans de fécondation et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup gâté quand il est arrivé. 11 ans plus tard, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir... Parce qu'il me dit, maman, je ne veux plus être seule. Tous mes copains, ils ont des frères et sœurs. Mais à 45 ans, je suis partie, quoi, en Grèce pour faire un enfant, pour que mon fils soit heureux. Oui, mais c'est Rose, pardonnez-moi, mais c'est n'importe quoi. J'ai un bonheur extraordinaire avec ce gamin qui a 5 ans aujourd'hui. Oui, mais on fait pas un enfant pour faire plaisir à son frère. Rose, on fait... Bon, il est là et c'est très bien. Mais vous savez... Un gamin de 5 ans, Caro, pardon. Très bien. Et alors, qui s'en occupe? Un gamin de 5 ans. Quand il y a 2 jours, je rentre avec 8 de tension. Il me prend la main et me dit, maman, souffle, maman, respire, bois de l'eau. Respire.
Je t'aime. Et l'autre, à côté, il n'en a rien à foutre. Non, mais Rose, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis désolée. Moi, je suis très inquiète. Non, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais dire à un moment, la priorité, c'est de vous soigner. Or, c'est pas votre. Vous vous rendez compte que c'est votre fils de 5 ans. C'est terrible, un enfant qui réagit comme ça. J'ai mal. Voyez, vous ne voulez pas écouter, hein, la Rose. Bien sûr, je vous écoute. Non, vous voulez pas écouter parce que vous êtes en boucle sur votre fils. Oui. Et finalement, vous me parlez d'un mal-être de votre fils et vous ne voulez pas voir le vôtre en face, alors que vous me dites que c'est votre petit garçon de 5 ans qui vous prend par la main et qui vous dit maman souffle et maman respire. Vous vous rendez compte l'angoisse que vous véhiculez? Mais c'est terrible, je m'en veux, je culpabilise que cet enfant... Alors soignez-vous Rose. J'ai un qui n'a rien à cirer de ma vie et l'autre qui ressent tout. Vous n'entendez pas, hein, Rose, vous êtes fermée là, hein, vous n'entendez rien là de ce qu'on peut vous dire en ce moment. Vous êtes dans vos convictions à vous dire, alors vous avez ce petit garçon de 5 ans qui lui est merveilleux. C'est un enfant, déjà vous comparez un enfant évidemment tout petit, c'est beaucoup plus facile d'être proche, d'être dans la tendresse, dans l'affection, vous pouvez encore le prendre dans vos bras, le câliner, c'est beaucoup plus difficile avec un enfant de 16 ans. Quand vous dites qu'il n'en a rien à faire, vous n'en êtes absolument pas sûr. Et simplement, il ne l'exprime pas de la même façon. Non, c'est bon, vrai. et quand il est toute la journée vautré comme ça sur son canapé à regarder la télé et que vous dites vous-même finalement vous vous inquiétez parce qu'il n'a pas d'amis, et vous avez raison de vous inquiéter parce que c'est important qu'un enfant et qu'un adolescent ait des amis. Et peut-être qu'au fond cet enfant il est bouffé par l'angoisse. Donc déjà ce que vous pourriez faire, parce qu'il y a des priorités, c'est déjà un peu commencer vous par au moins voir votre médecin traitant. Qu'il fasse faire un peu le point avec lui sur le traitement que vous prenez, parce que là j'ai cru comprendre que vous vous automédiquez et que vous prenez selon des vieilles ordonnances. Pour ne serait-ce avoir une journée normale, tout simplement. Oui, mais enfin on tient pas comme ça. À un moment on s'effondre. Donc les mélanges comme ça, c'est pas bon du tout parce que l'automédication avec des anxiolytiques, des somnifères et des choses comme ça, vraiment, ça peut même être dangereux. Donc déjà voir avec votre médecin traitant, faire un peu un bilan. Alors, je ne sais pas comment agir avec cette adolescente de 16 ans. Rose, vous entendez ? Oui. Je vous parle de vous là. Oui. Oui. Je vous parle de vous et vous me parlez de votre fils. Parce que je culpabilise énormément. Alors, si, justement, pour arrêter un peu, si vous voulez reprendre un peu les choses en main de votre vie, déjà, et pouvoir vous occuper de votre enfant, la meilleure façon, ça va commencer par être vous occuper de vous-même. C'est pas dans l'état d'angoisse dans lequel vous vous trouvez où vous pouvez mettre en place quelque chose pour votre fils. D'accord. Donc déjà, il faut commencer par vous, voir votre médecin traitant, faire le point par rapport à ce traitement. Je dirais même prendre l'avis quand même d'un spécialiste. Vous pouvez demander, vous verrez ce qu'il vous en dit, mais ça serait bien comme psychiatre voir un peu qu'est-ce qu'il peut vous prescrire. Ça peut vous aider à tenir le coup, mais encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis vous dégagez un peu de temps pour aller parler. Alors je ne sais pas à quel moment vous allez lui en parler à cette psychologue qui, me dites-vous, quand même pas très loin, l'appeler en disant que vous avez changé de rythme de travail, que vous sentez bien à quel point il est nécessaire de la revoir à nouveau, mais que malheureusement vous avez des contraintes horaires. Elle est à l'écoute, même au téléphone, elle m'a dit appelle-moi quand tu veux. C'est vrai, mais j'ose pas le faire, mais elle m'a dit si tu sens bien ou pas du tout, appelle-moi quand tu veux. Elle vous tutoie ? Carrément. C'est curieux, hein. Non, c'est pas être adorable. Un thérapeute, normalement, ne tutoie pas. Elle est vraiment géniale. Elle m'a vraiment aidée énormément. Elle est très, très humaine. Et ça, j'ai jamais trouvé ailleurs. Elle m'a dit, tu m'appelles. Tu m'appelles quand ça va pas du tout. Et j'ai jamais osé le faire. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais quand ça va pas, appelle-moi. Bon, c'est une méthode un peu particulière. Oui, elle est non, mais enfin bon. Seulement, j'ose pas.
j'ose pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est curieux parce qu'elle est géniale, elle est formidable. En même temps, vous n'osez même pas l'appeler, donc c'est un peu curieux. Elle est formidable, mais je me dis non, il faut une visite écoutez, Rose, on va arrêter là. On va reprendre un peu les choses sérieusement parce que je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez votre médecin traitant, d'accord ? Vous faites le point. Moi, je pense que compte tenu des traitements que vous prenez, ça serait quand même bien d'avoir l'avis d'un psychiatre, parce que ça se trouve, vous prenez des choses qui en plus ont des effets qui s'annulent. Donc vous prenez quelque chose pour vous stimuler, puis l'instant d'après vous prenez quelque chose au contraire pour vous calmer. Donc ça fait des cocktails un peu explosifs. Donc ça serait mieux qu'un médecin mette un peu le nez là-dedans. Peut-être, quitte à ce que vous levez le pied, ne serait-ce que quelques jours. Après tout, vous voyez, parce que votre mari n'a aucun intérêt à ce que vous vous effondriez et à ce que votre couple explose, parce que si vous êtes épuisés l'un et l'autre... Il est paumé. Bon, donc si vous êtes épuisés l'un et l'autre... Il est épuisé et voilà. Il est épuisé autant comme... Bon, donc vous commencez par vous occuper de vous. Vous lui direz après lui que ce serait peut-être pas mal qu'il voie également un médecin. Et quand vous irez un petit peu mieux, eh bien, vous serez en état de parler avec votre fils et de vous occuper à ce moment-là de lui et peut-être de lui proposer à ce moment-là, dire comme vous le faites avec moi, je m'inquiète de voir finalement pourquoi tu ne sors pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas d'amis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne voudrais pas aller en parler peut-être à quelqu'un, prendre rendez-vous avec un CMP, bon, oui, faire le point. Mais pour le moment... Il a fait la démarche, au fait. Il m'avait demandé de lui prendre un rendez-vous avec un psychologue. C'est votre fils qui vous l'a demandé? Complètement, d'accord. J'en étais heureuse. Et alors, vous voyez comme quoi il est pas si passif que ça, cet enfant. Et alors? La seule chose, oui, voilà, c'est vrai. Il a consulté, c'est vrai, à un moment donné. Alors, vous oubliez de me le dire, c'est quand même essentiel, ça. Et alors? Il y a beaucoup de choses à vous dire. Oui, mais Rose, voyez, il faut passer par les priorités là, parce que donc. Comme je disais à Paul, je suis complètement, je ne sais pas même pas par quoi commencer pour parler à Caroline. Pardon. Bon, Rose, je crois que vous mélangez un peu tout, parce que c'est vrai que vous, même avec... Il y a beaucoup de choses. Oui, mais si vous voulez, Rose, le problème, c'est que l'antenne n'est pas quelque chose où on peut reprendre toute votre vie comme ça. C'est-à-dire, à la fois, vous me dites que vous avez besoin de parler de beaucoup de choses, vous en sentez la nécessité, et en même temps, vous ne faites pas la démarche à côté dans votre vie. Donc ça m'interroge avec cette psy qui est si formidable, mais en même temps vous n'osez pas l'appeler. Donc vous voyez, c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Donc votre fils, vous vous inquiétez beaucoup. Vous me dites maintenant qu'il a consulté quelqu'un, donc de lui-même en plus, c'est pas rien. Qu'il ait demandé, lui, à faire la démarche. C'est tellement furieuse qu'il se comporte très mal avec moi que j'ai dit stop. Ça sert à rien. Bon, Rose, je crois que la priorité, franchement, on voit bien d'ailleurs, vous avez beaucoup de choses à dire, mais en même temps, l'échange tourne un peu court parce que vous-même, vous êtes dans un tel état d'épuisement psychique qu'il ne peut pas y avoir véritablement d'échange. Donc, la priorité, c'est vraiment de vous soigner. Je pense de vous arrêter un peu, de vous lever le pied, parce que à un moment, votre mari n'a pas intérêt à ce que vous vous effondriez physiquement ou psychiquement là sur votre lieu de travail. Donc, vous arrêtez un petit peu avec votre médecin. Je pense que la priorité n'est pas forcément de pas les parler pour le moment, mais vraiment de faire un état par rapport au traitement que vous prenez, de dormir, de vous reposer, de reprendre des forces, déjà physiquement, et après, vous verrez les choses un peu plus clairement. Parce que là, on voit que tout est trop mêlé, vous êtes dans un état de grande lassitude qui fait que vous avez beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que c'est très éparpillé, très confus. Et la priorité dans ces cas-là, plus que de continuer à vous épuiser, c'est vraiment de lever le pied, de dormir, de bien vous alimenter, de reprendre des forces, et vous verrez les choses déjà un petit peu autrement. Et même votre travail vous semblera, même s'il y a beaucoup d'amplitude horaire, moins pesant. D'accord ? Donc voyez votre médecin traitant au plus vite. Lui peut peut-être voir par rapport au traitement que vous prenez. Ou vous envoyer vers un spécialiste, c'est possible aussi d'avoir un avis quand même, hein. Rééquilibrer un peu les choses.
Profitez de ce week-end à venir, ce long week-end pascal, pour j'espère dormir, vous reposer et vous aurez un peu l'esprit un peu plus clair, d'accord ? En tout cas, merci. Bon courage et bonne soirée. Au revoir Rose. Merci à Au revoir. Au revoir. Bonsoir Niki. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors en fait, je vous appelle, j'ai pris en cours l'émission. Oui. D'habitude, je l'écoute entièrement, mais là, bon, voilà. Ça peut arriver. L'hommage à Gainsbourg sur votre chaîne, sur la chaîne concurrente. Ah, je comprends. Oui, je vous comprends. Oui. Mais je vous oubliais pas. C'est gentil, merci. Vous passez les 10 dernières minutes avec nous, comme ça. Vous avez entendu Yvonne, je crois. Voilà, c'est par rapport à Yvonne que j'ai pris en cours et ça m'a rappelé, ma maman. Et je me suis dit, faut que je le dise parce que ça s'est très très bien passé pour ma maman. Ah bah alors c'est important, je vous remercie d'avoir rappelé, oui. Oui, alors, Yvonne, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant sur Europe 1, qui nous appelait parce qu'en fait elle était victime, elle et son mari, de violences. Son fils de 31 ans était revenu vivre chez eux. Déjà à l'adolescence, il a vu des passages à l'acte violent. Et là, Yvonne nous disait qu'en fait, elle en avait peur et que son fils levait la main sur eux. Et elle ne savait pas comment faire pour se sortir de cette situation. Alors moi, ma maman, elle a toujours vécu en fait avec son fils qui est célibataire, qui a toujours été célibataire. Et il se trouve qu'elle était veuve depuis 7-8 ans. Quand les violences sont arrivées, son fils, donc mon frère, on est deux, avait environ 58 ans, 57, 58, 59 ans. Et ma maman avait 20 ans de plus. Et donc il y avait des violences physiques et verbales, je suppose. Et ma maman a été portée plainte à la gendarmerie. Mmh. Et un jour, moi, elle me le disait pas. Je l'ai su vraiment, vraiment tardivement. Elle m'a dit non, ça fait pas des années, ça fait 1 an que ça dure. Moi, comme je suis à 300 km, je peux pas savoir, je la vois pas tout le temps. Vous voulez dire qu'elle ne s'était pas confiée par rapport à ce problème de violence, oui? Tout à fait, elle m'avait pas dit. Et un jour, elle était obligée, elle me dit, écoute, voilà ce qui s'est passé. Elle avait peur pour sa vie, elle était persuadée qu'elle finirait pas l'année si elle ne réagissait pas vraiment efficacement. Et elle a appelé, après avoir avoir fait une main courante, je pense plusieurs mois après, encore lors d'un une énième violence physique envers elle. Elle a appelé les gendarmes. Elle s'est pas déplacée, elle les a appelés. Elle leur a dit ce qui s'était passé. Mon frère était parti à ce moment-là quand elle les a appelés, parce qu'après sa crise, il est parti. Elle les a appelés. Ils sont venus chez elle à 2. Il y en a un qui est monté, qui a voulu voir comment était faite la maison, voir la chambre de son fils. Oui. Et à ce moment-là, elle a entendu une voiture dans la cour et elle a dit c'est mon fils qui rentre. Et le gendarme avec elle lui a dit ne bougez pas madame, restez surtout à l'étage. Il a été rejoindre son collègue en bas, dans la pièce, on rentre directement dans la pièce de vie. Et quand mon frère a ouvert la porte, il a été surpris, demandé de qui de quoi en voyant 2 gendarmes, et ils l'ont mis les menottes immédiatement. Et ils lui ont expliqué que sa mère les avait appelés pour des faits de violence et ils l'ont emmenée. Ils l'ont menottée d'emblée. Votre mère avait présenté des certificats médicaux Même pas. Elle n'a jamais été. C'est toujours arrangé pour qu'il n'y ait pas de traces. Oui, mais le gendarme a été, d'emblée, donc, à accréditer sa version. Mais je pense qu'on savait savait que il y avait des problèmes avec lui, pas forcément que de cet ordre-là. Mais en tout cas, puis ma mère a une réputation, c'est bien que c'est pas quelqu'un qui va raconter des bobards, quoi. Donc oui, ils l'ont menotté, ils lui ont mis les mains dans le dos et les menottes tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je pense il a été dirigé vers un foyer. Je pense qu'il a été interrogé. Il a été dans un foyer à 40 km. Et quelques mois plus tard, je pense que c'est seulement quelques mois plus tard, il y a eu un jugement au tribunal qui a interdit, qui s'est soldé par une interdiction de la part de mon frère pas forcément il pouvait l'appeler, mais il n'avait pas le droit de la rencontrer. Il a eu une interdiction de 2 ans. Oui, ce qui est aussi donné dans le cadre des violences conjugales où les hommes sont interdits d'approcher la zone où résident leur épouse ou leur ex-épouse.
Il y a un éloignement, enfin, ça a une formule juridique, hein, mais voilà. Et si c'est pas respecté, effectivement, il peut y avoir des poursuites. Oui, tout à fait. C'est important. Je vous remercie beaucoup, Niki, d'appeler parce que Yvonne nous parlait de sa crainte de représailles. Elle disait si je dépose plainte et qu'est-ce qui se passe? Elle disait s'il revient à la maison, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même quand maman se déplaçait dans la ville où il était, à 40 km, si jamais il la voyait et qu'il était sur le même trottoir, il était censé traverser, ne même pas pouvoir être près d'elle. Pendant 2 ans. Il a respecté ça, c'est consigne. Il est venu une seule fois. D'accord. Parce qu'il avait il avait des comportements. Il se prend pas pour n'importe qui, donc il s'est retrouvé aussi dans des foyers avec des SDF. Et comme il se prend pas pour n'importe qui, bon, il a eu des menaces, il a eu peur de se faire tuer. Il est arrivé, il a pris le train, il n'avait pas prévenu et ça tombait bien. Enfin, ça tombait bien. Ma maman avait des ouvriers ce jour-là. Oui. Il y avait 2 personnes qui lui posaient une alarme, justement. Donc, elle lui a dit, tu es au courant d'eux, ce n'est pas possible, tu me dis ça, mais il faut que tu repartes. Et l'un des 2 ouvriers l'a emmené à la gare, qui est à 7 km, la plus proche. Vous voyez, il n'a pas pu rester. Et c'est le seul contact, à part le téléphone, qu'il a eu en 2 ans. Mais il ne l'appelait pas toutes les semaines non plus, hein. Il lui donnait des nouvelles et tout ça. Et il a pas mal bougé. Et aujourd'hui, il est à peut-être 600 km. Il est dans l'est de la France et ma maman est dans l'Oise. Et comment elle a vécu ça, votre mère? Parce que c'est évidemment... Une libération. Elle vivait dans la peur aussi. Une angoisse telle qu'elle ne savait pas, quand il rentrait, dans quel état il allait être. Et d'ailleurs, vous dites, au fond, vous-même, vous n'étiez pas au courant. Elle n'avait pas osé se confier à vous. Non. Ça rejoint ce que vivent les femmes dans les couples victimes de violences. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de honte. Souvent, on l'entend de la part de parents victimes de violences de leur enfant, de la part de leur enfant adulte. Ils ont cette honte d'en parler, comme si c'était honteux finalement de se faire frapper. Il avait 58-59 ans quand même là. Et c'est, comme Paul me disait, ça s'est passé, avec quel âge, enfin bref, ça s'est passé il y a 7 ans, parce qu'il est parti à l'âge de 60 ans, et il va bientôt avoir 68 ans. Et au bout de 2 ans, ça lui est arrivé, pas 2 ans pile, mais ça lui est arrivé de revenir, et elle n'a plus aucun problème. Quand elle a besoin, parce qu'elle chute, parce que bon, eh bien, il est très gentil avec elle maintenant. Aujourd'hui, il va mieux, donc. Il a été soigné, Non, mais non, justement. Mais à l'époque, maman lui en voulait. Elle avait peur pour sa vie, mais elle lui en voulait pas tant que ça, parce que ça fait des années qu'il prend des médicaments différents pour les nerfs. Voilà, il a eu une enfance difficile et elle a mis ça sur le compte aussi de médicaments qui n'étaient pas. C'est pas approprié, mais ce sont des médicaments qui ne doivent pas être pris à très longtemps. Et lui, il a pris quelque chose qui a été interdit depuis, parce qu'il y avait une dangerosité. Et en plus, je ne sais pas le nom, je ne me rappelle pas. Elle me l'a dit, mais je ne m'en souviens pas. Et en plus, il l'a pris pendant des années. Donc elle pense que ça jouait aussi sur sa violence. Oui, de toute façon, il devait... il allait mal, forcément. Déjà, le fait de ne pas arriver à la quitter. Oui, c'est pas normal. Vous voyez déjà cette trop grande dépendance peut, pour ne pas dire relation quasi fusionnelle, peut souvent aboutir à de la violence. Et l'éloignement est bénéfique. L'éloignement est souvent bénéfique. Maintenant, il n'a pas le même comportement quand il lui parle au téléphone que moi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui va la conseiller, qui l'aide à tous les niveaux. L'an dernier, je suis restée 5 mois de suite parce qu'elle a fait une chute et voilà, et j'ai réglé des problèmes qui n'étaient pas prévus, qui se sont greffés. Alors que lui, bon, il vient, il va l'aider à l'emmener quelque part si elle ne peut pas conduire à un moment parce qu'elle a fait une chute, parce qu'elle a mal au dos, il va l'aider et si elle lui dit, écoute, j'ai rendez-vous, il faut que tu sois à telle heure à la maison. Il est toujours à l'heure.
Là, il est chez elle actuellement. Ça faisait peut-être 1 an qu'il ne l'avait pas vu. Moi, j'ai dit, je ne peux pas venir là dans l'immédiat. Je ne viendrai que fin mai, au moment de la fête des mères. Donc, elle ne pouvait pas être seule. Alors, elle l'a appelé, mais ça fait peut-être 1 an qu'il n'était pas venu, même peut-être plus. Mais vous voulez dire qu'il est revenu vivre chez votre mère non, ponctuellement. Non, il habite dans un foyer où il y a des immigrés, mais dans l'est de la France. Mais là, elle l'a appelé. Parce que moi, je ne pouvais pas venir et qu'elle a besoin de quelqu'un. D'accord. Mais aujourd'hui, leur relation s'est améliorée, finalement. Ah, oui. Il est dans une moins grande dépendance. L'éloignement a été bénéfique pour les deux. Ah oui. D'ailleurs, il se plaît énormément dans la région où il est. Oui. Il est content de revenir à la voir parce qu'il y a plein de connaissances. Il était dans le commerce, donc il connaît beaucoup de gens. Ça lui fait du bien, mais il est heureux d'être où il est. Il n'a pas envie de changer de région actuellement. Oui, ça lui a fait du bien. Oui, il trouve un certain équilibre dans sa vie, finalement. Une liberté qu'il n'avait pas, en fait. Peut-être qu'il se sentait incapable de vivre seul. C'est possible. Et il pouvait lui en vouloir de cela, au fond, aussi. De se sentir. Et il y a eu un jugement, vous dites, parce que c'est passé... Oui. D'accord. Oui. Il y a eu une condamnation, donc. L'interdiction simplement de. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est important. Vraiment, je vous remercie, Niki, d'avoir. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu. Non. Non, c'est juste non. Ils tiennent compte du fait que quand même quelque chose qui est très particulier ces violences intrafamiliales et du fait que derrière il y a une grande souffrance des deux côtés d'ailleurs et que souvent c'est plus une injonction de soins qui est demandée. Évidemment, le tribunal tient compte quand même du contexte de ces violences et donc comme vous dites, c'est l'éloignement. Le but, c'est de protéger en fait les personnes qui en sont victimes. Et ce qu'il faut qu'elle sache, Yvonne, c'est que si elle fait cette démarche, ma maman, si jamais il s'était permis de venir, à part cette unique fois en 2 ans, et d'avoir des agissements violents, il suffisait qu'elle prenne son portable, son téléphone sans fil, qu'elle aille dans les toilettes, par exemple, qu'elle appelle la gendarmerie, il serait arrivé immédiatement et il l'aurait emmené. Il le savait, il n'avait pas le droit de l'approcher. C'est ça. Oui, ils ont été formidables aussi, la gendarmerie. Là, vraiment, et pourtant, je peux vous dire, c'est une toute petite commune de 2500 habitants. Oui, mais justement, parfois, c'est bien. Il y a une proximité comme ça qui peut renforcer un sentiment de sécurité, finalement, de protection. Mais écoutez, vraiment, je vous remercie beaucoup, Niki, d'avoir... de toute façon, je vais vous dire, je pensais en vous écoutant, demander à Paul ou à Amandine de la rappeler, parce que si je me disais si elle n'est pas à l'écoute, qu'elle s'est endormie avant, ou qu'elle puisse écouter en podcast votre témoignage. Vraiment. Et sinon, Paul, je veux bien qu'on donne mon numéro de téléphone. C'est très aimable de votre part. Alors, je vous remercie beaucoup, Niki. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit. Exemple, sur mon portable, si elle en a le besoin. Alors, ne raccrochez pas. Vous allez voir ça avec Paul hors antenne. Encore merci de votre aide. Au revoir, Niki. Il est 1h du matin, je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Je vous dis à demain, cette fois-ci on sera là à 22h30. Tout de suite, c'est Christophe Ondelat.